Évoquer la médecine du futur, c'est se confronter à des images high-tech dignes des meilleurs films de science-fiction. Les laboratoires et les chercheurs aiment montrer ces coulisses qui rassurent tout le monde. La science progresse et fera peut-être un jour de nous des immortels. En attendant, la médecine de demain ne sera rien sans tous ces anonymes qui acceptent d'en devenir les cobayes le temps d'une expérimentation. Mais en France, comme partout ailleurs, la science n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. Plus des petits pas que des grands bonds. Nous allons suivre quelques-uns de ces petits pas. Pas si petits que ça quand on voit la somme d'émotions qu'ils apportent aux patients. Pour commencer notre histoire de ce qui sera le futur de la médecine, nous nous rendons au Mans. Nathalie et Nicolas ont l'habitude de raconter leur vie comme dans un conte. Ils se sont pacsés et veulent un enfant. Mais la nature se fait parfois sorcière et leur a jeté un vilain sort. Nicolas et Nathalie se sont rencontrés il y a bientôt 7 ans. Et Nicolas, quand il a rencontré Nathalie, il lui a dit avec certitude, moi non, tu sais, je ne voudrais jamais d'enfant. J'ai dit, bah écoute, ça tombe bien, parce que moi, j'ai un problème génétique qui fait que concevoir un enfant est quelque chose qui serait très très délicat. Nathalie est en effet porteuse d'une maladie génétique rare, le syndrome de Mélas. Une maladie mitochondriale qui se transmet uniquement par les filles. Le loto génétique a fait que son fils Maxime en est atteint. C'est une maladie incurable. Maxime est suivi en hôpital de jour et revient tous les soirs à la maison. Il est où mon bébé? On le voit pas, mon beau Ça y est, tu reviens? C'est vrai que quand je suis arrivé les premières fois, quand j'ai vu Maxime, je me sentais vraiment, on va pas dire perdu, mais c'est bête à dire, hein, mais on arrive toujours à s'habituer. Et quand on a vraiment envie, quand on est vraiment amoureux, je pense qu'on fait tout ce qu'il faut. Et tout ce que tu... Bah oui. Donc c'est pour ça que c'est... Tu as quel âge, Maxime? 13 ans, c'est vrai? Nicolas s'est découvert une fibre paternelle et souhaite avoir un enfant de Nathalie. Mais comment peuvent-ils avoir un enfant qui ne serait pas porteur de la maladie de Mélas? Et pourquoi? Moi, j'aimerais principalement par rapport à cette maladie familiale, qu'on arrive à déjouer cette maladie qu'on n'a pas choisie, qu'on subit, et qu'on puisse plus et à mettre au monde des bébés, des bébés sains. Pour qu'eux aussi n'aient plus ce problème plus tard. Et là, c'est le bibi à Brigitte. Et alors ça, c'est la seule chose qu'il arrive encore à nous faire à peu près bien. Ouais. Quand il veut nous faire un câlin, il arrive à mettre sa main et à faire un câlin. Aujourd'hui, on est en fin thérapeutique pour Maxime, on s'accroche. Et ça, on ne peut pas le souhaiter pour un autre enfant, pour d'autres parents. Nous, on a malgré tout cette force. Mais je pense que on veut que ça s'arrête. C'est pas donné à tout le monde. Ça, si on peut éviter tout ça, grâce au DPI, on veut absolument que ça s'arrête. Pour donner un petit frère ou une petite sœur à Maxime, le couple ayant échoué par les voies naturelles a entamé depuis 2 ans des démarches pour une fécondation in vitro suivie d'un diagnostic préimplantatoire. Désormais, les avancées médicales permettent de trier les embryons, d'implanter uniquement ceux qui sont sains pour éviter que la maladie ne frappe à nouveau. Bouée. Brouet. Rôde. Rhône. Depuis sa plus tendre enfance, Romain souffre d'une forme de surdité partielle, une agénésie auriculaire. L'intérieur de son oreille est mal formé et ne transmet pas les sons correctement. Bulle. Nef. Maître. Vite. Musique. Il comprend à peine 50% de ce qui se dit autour de lui. Mais il préfère depuis toujours se taire plutôt que dévoiler son handicap. Et Romain n'a vraiment pas envie de porter une prothèse visible. J'entends plus rien. Question de fierté à son âge. On arrête, c'est bon. Romain est venu consulter le professeur Truy à Lyon après 2 opérations de chirurgie traditionnelle qui ont toutes 2 échoué. Le professeur souhaite lui proposer une intervention encore toute nouvelle. C'est un peu la galère quand même. Là bon, c'est calme, on arrive à se parler. Je force un petit peu la voix, tu lis sur mes lèvres, bon on y arrive. Hein. Mais je pense que quand il y a du bruit, quand il y a plusieurs personnes, tu dois être un peu gêné quand même. Donc si tu veux, si l'intervention de 2005 avait bien marché, tu te serais retrouvé que ça sur le crâne, qui passe à travers la peau, et puis cet aspect-là, tu vois. Donc je vais te remontrer à nouveau chez le papa. Hein.
prothèse partiellement implantable, mais après les patients ont ça. Et puis maintenant, il y a la technique étant de plus en plus évolutive. Hein. On a la possibilité pour les agénésies de mettre en place des prothèses auditives, mais totalement implantables. Bon, lui qui veut le plus discret possible, cette solution-là, elle est très bien, quoi. L'avantage, c'est qu'il n'y a rien d'apparent, on en a fait, on sait que c'est techniquement possible. Bon, en décembre, je t'avais parlé que du partiellement implantable, et les choses avancent, vite ou pas vite, ça je ne sais pas, mais les choses avancent, quoi. Tu fais du sport, tu vois que tu as un maillot. Justement, oui, je suis du relevé. Là. Ouais. Tu joues quoi? C'est ça qui va m'empêcher. Je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas de risque. Je pense que le risque pour toi, il n'est pas énorme. Par contre, pour l'implant, je pense qu'effectivement, il y a un risque quand même lié au traumatisme. Ah, voilà, la priorité, encore une fois, c'est qu'il entende normalement, quoi. Parce que... Cette nouvelle prothèse complètement implantée n'est-elle pas handicapante pour la pratique d'un sport de contact? Quel bénéfice pour quelqu'un qui ne se sent pas si sourd qu'on le dit? Autant de questions qui ne cesseront de tourmenter Romain pour les semaines à venir. Pour trouver quelqu'un qui ne se pose aucune question sur l'opportunité d'une opération, nous nous rendons en Belgique. Angélique, 32 ans, espère être opérée depuis 7 ans par le professeur Abichong, un médecin français. En attendant que les recherches et les essais aboutissent, elle travaille à mi-temps dans une petite entreprise de la banlieue liégeoise. Au niveau du boulot, non, l'handicap n'a jamais posé de problème. Les gens, dans mon premier boulot, les gens par contre étaient étonnés parce que j'étais derrière un bureau comme ça. Et dans un premier temps, quand ils arrivaient, ils voyaient pas le fauteuil. Donc j'ai l'idée d'un type, d'un intérimaire. Tout bêtement, un jour, il me demande de faxer 16 heures. Et donc je fais ça et puis il est resté un peu stupéfait. Il m'a dit oh, qu'est-ce qui vous est arrivé? Donc lui, il pensait que ça m'était arrivé 15 jours avant. Je lui dis oui, Luc. La bonne humeur d'Angélique est son armure. Au fond d'elle, oui. La jeune Belge n'aspire qu'à une chose, marcher un jour malgré sa paraplégie qui la cloue dans un fauteuil. Vous faites des nouvelles de l'opération? Ça se passe quand finalement? Apparemment, ça se passerait le 16 septembre. Le 16 septembre? Ce serait la bonne cette fois-ci. Qui croit encore? Cette fois-ci, j'y crois puisque je devais aller au concert de Mylène Farmer, donc avec ma chance, ça va être la bonne. Depuis 7 ans qu'on se connaît, j'ai tellement vu des hauts, tellement vu des bas. Mais... que je ne sais plus à quel sein il faut se vouer. Parce que oui, c'est clair. C'est clair que... il y a l'espoir qui naît et puis qui retombe. Je crois que tout le monde réagirait comme moi aussi. Après 7 ans, se dire, il va encore voir quelque chose et ça va encore être interrompu. Et dis-toi bien qu'on t'attendra. Oui. De pied ferme. Je ne viendrai pas ici en haut talon. Mais le fait d'être debout, même un quart d'heure par jour, sincèrement, ça me suffit parce que il faut être paraplégique pour savoir ce qu'on peut ressentir. Je le suis, j'ai un appareil à la maison, je vous l'ai dit, mais je suis sur mon appareil et je bouge pas. Donc je lis un livre, je regarde la télévision, j'écoute de la musique, mais on bouge pas. Quand je me mets à chaque fois debout, les premières minutes, il faut que j'expire et j'inspire à fond. Dans son petit intérieur bien soigné, Angélique effectue quelques exercices exigés par le professeur pour préparer l'opération. Au début, je faisais ça tous les jours. Et puis, comme ça fait quelques années que je le fais, maintenant, je le fais un jour sur 2. Je n'ai qu'à placer des électrodes et appuyer sur un bouton toutes les 30 secondes. Et ce que je fais aussi, ça, je ne montrerai pas, c'est je dois muscler mes fesses aussi. Donc ça mes jambes et mes fesses. Bon, mes fesses, on passera. Donc dans mon malheur, j'ai eu de la chance d'avoir les nerfs qui réagissent toujours fort bien. Contrairement à certaines personnes qui sont dans mon cas et qui ont vraiment, n'ont plus aucun muscle qui réagissent et qui ont vraiment des jambes, comme on dit ici, une expression en forme de cure-dent.
C'est pour ça que le professeur m'a choisi. Donc c'est expérimental, mais apparemment donc ça devrait donner de bons résultats. L'implant qui fera marcher Angélique est conçu dans un laboratoire de Lille. Le concepteur de l'implant, le professeur Abichong, vient en surveiller l'avancée. Le professeur a beaucoup œuvré dans le domaine des lésions de la moelle épinière. Il consacre toute son énergie à ce qui serait le couronnement de sa carrière, le programme « Lève-toi et marche ». Il veut voir un paraplégique se déplacer debout grâce à la bionique et sans prothèse visible. Il serait 300 000 paraplégiques en France à rêver de cette avancée. Après des années de mise au point, le professeur n'est pas loin de toucher au but. Donc voilà l'ensemble complet du système qu'on active de l'extérieur avec une antenne qu'on pose sur l'implant. Et cet implant, il y en a un de chaque côté, sera mis ici au niveau de la hanche. Et cet implant, avec les électrodes qu'on met sur les nerfs, à ce moment-là, on l'active de l'extérieur avec une antenne. C'est le cerveau qui, en temps normal, envoie des ordres pour bouger les muscles. Ces ordres sont véhiculés par les nerfs de la moelle épinière. Mais lorsqu'il y a une lésion de la moelle épinière, comme chez Angélique, les ordres ne passent plus. Et même si les muscles sont en bon état, ils restent paralysés. 2 implants fixés de chaque côté près des muscles fessiers vont donc servir à stimuler les muscles des jambes. Chaque implant est composé d'un boîtier électronique et de 8 électrodes capables d'envoyer les impulsions électriques sur les nerfs qui commandent la contraction de plusieurs muscles des jambes. Pour activer la marche, Angélique devra porter une sorte de cerveau extérieur, un mini-ordinateur qui enverra les ordres à travers la peau. Et la forme octopus est finalement la meilleure parce que ça peut permettre de fixer l'implant dans 4 directions. Donc, parce que le vrai problème, c'est d'éviter la migration de l'implant qui, par son propre poids, peut se déplacer sous la peau. Donc c'est un très gros progrès sur le plan de l'électronique. Avec cette invention, le professeur s'approche du rêve de l'homme bionique, sans encore prétendre aux capacités démultipliées de l'homme qui valait 3 milliards. Mais ça, c'est encore de la science-fiction. L'homme ne peut pas être encore entièrement refabriqué. Et pourtant, des progrès apparaissent dans le domaine des prothèses. Didier est ferronnier. Il a perdu la main au cours d'un accident du travail. On lui a confectionné une prothèse de la main classique. Une amélioration par rapport à celle du capitaine Crochet, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Le plus difficile après, ça a été tout ce qui était réapprendre des nouveaux gestes, pour apprendre une autre façon de vivre et tout ce qui s'ensuit. Au niveau du travail qui devait être totalement abandonné avec une remise, donc la remise en question de moi-même, puisque faisant le métier que j'aime et que j'ai voulu rester dedans à tout prix, les autres, eux, ne voulaient pas que je reste dans ce domaine de travail. C'est plus pour l'éviter de l'esquinter surtout. Parce que étant donné que c'est du PVC, ça brûlerait immédiatement dedans. Donc là, j'ai un gant en cuir de protection. Le dernier embauché, à peine une semaine, on peut plus rien faire avec. Bon alors Didier, la nouvelle main, qu'est-ce que ça donne? On attend que le moulage ait été pris, donc j'attends que Benjamin Onsante me rappelle pour me dire écoute, tu viens, tu peux venir. Donc ça va améliorer quand même j'espère que ça va améliorer au niveau du travail, et puis la vie quotidienne surtout. J'espère, je croise les doigts. Didier a rendez-vous à l'hôpital de Nancy pour tester une prothèse d'un nouveau genre. On m'a demandé si ça me dérangeait de faire un essai avec une nouvelle main, une nouvelle génération qui venait d'arriver, donc j'ai dit pas de problème, je viens tout de suite. Ça peut servir à moi et à d'autres personnes. L'ingénieur qui commercialise la prothèse a choisi Didier comme cobaye car il connaît son franc-parler. Avec Didier, pas de ronde jambe pour les tests. Il dit ce qui lui convient et ce qui lui convient moins. Si le produit est bon, je le garde. Si le produit est pas bon, je jette et puis on recommence. Comme ça serait mieux? Ouais, si tu peux resserrer un peu l'appui de derrière. Donc là, je te mets la nouvelle main en place. D'accord? Donc elle se met en place comme l'autre. D'accord? Tu peux quand même conserver toujours la rotation manuelle. Là, tu auras le bouton. Donc c'est ouverture, fermeture. C'est comme celui-ci. D'accord? Donc là, tu peux essayer d'ouvrir la main.
Ah ouais. Voilà, donc là tu as tous les doigts qui bougent, contrairement à l'ancienne où tu avais vraiment que la pince. Donc là tu vois, tu peux avoir le pouce vraiment où tu vas pouvoir prendre une carte bleue ou un CD, des choses comme ça. Voilà. D'accord, oui, ok. Tu vois, ça peut être pas mal vraiment pour tourner tes clés. Et après, voilà, tu vas pouvoir t'en servir pour taper sur un clavier, pour... Franchement, c'est pas mal, hein. T'as ça. Là tu peux venir comme moi, je vais chercher directement. comme tu portes un sac normalement. C'est le premier go en silicone fonctionnel. French manucure, fourni d'office. Il faut parfois du temps pour s'habituer à une nouvelle prothèse. Et reproduire les subtilités du corps humain n'est pas chose aisée. Les scientifiques ont des millions d'années d'évolution à rattraper. Il a fait le tour complet. Ça fait moins de bruit. Ouais. Ça cache un peu le bruit. Ouais. Par contre, ça fait large, je trouve. Hein. L'esthétisme du gant n'est pas... Ça fait un grand pouce. Très grand pouce. Ouais. Et ça, on va trouver une solution. Ouais. Je m'attendais à un peu mieux que ça quand même. Solution. Ouais. Non, mais là, c'est mon avis, il est mal mis là. J'espère que ça va changer beaucoup de choses au niveau du travail, au niveau de la vie courante, au niveau de la vie de tous les jours, la vie sociale également. Lorsque je fais un mouvement en avant ou un mouvement en arrière, les muscles différents travaillent. C'est-à-dire là, c'est le muscle là qui travaille, et là, c'est le muscle là derrière qui travaille. Donc je fais toujours ce même mouvement, plus ou moins fort, ce qui fait que là, je vais faire un mouvement en extension, la main va s'ouvrir. Je fais un mouvement en flexion interne, la main se ferme. Pour donner du mouvement à la main, je vais faire le même mouvement mais en rapide, donc ça va aller une fois d'un côté. Pour faire tourner la main de l'autre côté, je fais le même mouvement mais en rapide également de l'autre côté. J'ai plus de facilité avec l'autre prothèse du fait que ça fait déjà 4 ans et demi bientôt que je l'ai, tandis que celle-ci, c'est tout nouveau. Donc c'est pas évident, j'ai tous les repères à trouver. Comment positionner correctement le crayon, comment faire pour pas mal de choses. Donc ça va être encore un nouvel apprentissage de quelques jours, voire quelques semaines, pour voir également tout ce qui est possible de faire avec cette main. Un jour peut-être, la génétique saura cultiver les cellules de notre peau pour recréer de véritables membres. C'est pas évident comme ça. Avec l'autre, c'est plus pratique. Et Didier pourra toujours reviser ses prothèses en silicone. Voilà quoi. Pour le moment, la génétique peut déjà accomplir un miracle, celui de la vie, et ce n'est pas rien. Nathalie et Nicolas ont aujourd'hui rendez-vous à Clamart, dans le service du professeur Friedman, le père du premier bébé éprouvette. Ça va faire un peu plus de 2 ans qu'on est en traitement pour essayer de faire un joli bébé, bien sain et bien tout comme il faut. J'essaie de faire en sorte que mon corps donne le maximum de ce qu'il peut donner pour optimiser toutes les chances que je peux avoir. Et après, c'est la nature qui décide. Donc, on a les meilleurs. Maintenant, advienne que pourra. Ça va ? On y va. Le diagnostic préimplantatoire ou le DPI est une technique qui consiste à d'abord faire une fécondation in vitro, obtenir donc des embryons sous le microscope, après rencontre des spermatozoïdes et des ovules qu'on aura prélevés chez la femme après une stimulation. Une fois qu'on a les embryons, on peut prélever une cellule de l'embryon et l'analyser. En tous les cas, analyser certaines de ses composants. Donc on va le faire lorsqu'il y a un risque de transmission d'une maladie génétique d'une particulière gravité et incurable. Vous pouvez monter à la table ? On y va doucement, vous me dites, hein ? Vous allez voir l'aiguille là, hop, voilà. Vous l'avez vu ? Il s'approche. J'aspire les follicules où on va trouver les ovocytes qu'on va pouvoir féconder. Alors, encore un, viens là mon petit. On va bientôt changer de point. Je vais leur donner ça. Ils vont vérifier ce qu'ils ont trouvé à la pêche. Ce type de diagnostic préimplantatoire permet ensuite de savoir que tel embryon est atteint de la maladie et que tel embryon est totalement sain, indemne de l'affection. Et donc du coup, on pourra remettre dans l'utérus que les embryons qui ne comportent pas de risque de maladie pour l'enfant qui va naître. Ça vaut 15 ovocytes, madame. 15, le dernier mot ? Oui. Voilà, ça marche. Au revoir. Au revoir.
Monsieur Vallée-Nicolas. Bonjour. Bonjour. C'est au tour du père d'apporter son obol à la réussite de l'entreprise. Les spermatozoïdes seront fécondés avec les ovules par des laborantines. Jusque-là, rien de nouveau. Les FIV se pratiquent depuis plus de 20 ans avec un taux de réussite d'1 pour 4. Mais ici, une fois fécondés, les embryons seront envoyés à Necker pour analyse. Là, ils vont dépister ceux qui sont porteurs du syndrome de Mélas. Les chances de trouver un embryon sain à implanter se réduisent alors considérablement. Avant d'arriver au protocole FIV, parce que moi j'en voulais absolument pas, on a fait 2 tentatives de grossesse par voie naturelle qui ont abouti toutes à un avortement thérapeutique puisque les enfants étaient très atteints. Donc oui, c'est se sentir stérile sans être stérile, c'est très bizarre comme sentiment, mais j'ai encore du mal moi par exemple. Même là en plein prototype, je me dis peut-être que par exemple mardi il y aura rien à transférer. Moi, ce qui me rassure, c'est de me dire qu'il y a encore, je ne sais combien d'années, il y a plein de femmes qui ont passé leur vie sans avoir de possibilité d'avoir d'enfants. Et que je veux avoir le sentiment de dire que j'ai tout essayé pour ne pas avoir de regrets. Je préfère avoir des remords, mais surtout pas de regrets. On y va ? On y va. Sur un plan pratique, donc on en a recueilli 15 au site. On pense pouvoir en micro-injecter 10, ça va se faire là, donc c'est un bon chiffre. Donc demain, on aura les embryons à 2 PN, de cellules, et puis je vous appellerai la veille de la biopsie, c'est-à-dire à J2, pour vous dire la réalité des choses. D'accord. Et le transfert, normalement, a lieu mardi. Et là, on croise les doigts. On n'a rien oublié. Allez. Merci. Au revoir. Au revoir. Tout ça, c'est des parents qui ont vécu un moment magique, quoi. Si là, ça, si c'est pas une merveille. Je trouve pas qu'il y a plus de photos que la dernière fois. Et là, notre souhait, c'est de remplir le petit trou qui est là. Je crois que c'est pour nous. Ouais, je crois. Oui, c'est tout. Non, c'est celui-là, là. Ça, c'est notre place. Hein. Je pense. Ouais, je pense. Ouais, deuxième, c'est notre place. Le taux de réussite, on va dire, c'est autour de 25% de naissance après un transfert d'embryon sain. Évidemment, le fait de ne pas transférer des embryons atteints est un succès, puisque c'est ce qu'on cherche. Mais le DPI ne doit pas servir cette idéologie qui aboutit à sélectionner des êtres humains. Ce que nous voulons, c'est effectivement éviter la naissance d'enfants atteints d'une maladie grave. C'est dans le décor paisible d'une ville de l'Oise que Justine a grandi, avec au fond de ses poumons une maladie qui jusqu'à présent condamne à court ou moyen terme. Au début, c'est une maladie qui n'était pas connue et maintenant, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Donc, je sais pas, j'ai pas eu l'habitude de dire la mucoviscidose. Donc, je dis toujours ma maladie, mais jamais la mucoviscidose. On a découvert ma maladie à 9 ans. Parce que j'étais tout le temps malade en fait. J'avais tout le temps des bronchites à répétition, j'étais très maigre, je mangeais plus. Et j'étais suivie par un pneumologue parce que soi-disant je faisais de l'asthme. Et un jour j'étais tellement mal qu'il m'a dit il faudrait aller en cure thermale pour te requinquer. Et c'est là où quand on a fait le dossier, il a fait... il fallait faire un test à la sueur. Et c'est le seul examen qui révèle en fait la maladie. Et après ce test, en fait j'ai pas du tout été en cure thermale, j'ai plutôt été à l'hôpital. Cette maladie est associée à la formation d'un mucus au niveau pulmonaire trop épais, trop visqueux, qui va s'accumuler et boucher les bronches et favoriser les surinfections et des bronchites chroniques qui progressivement abîment le poumon. Donc c'est une maladie maintenant qui justifie une prise en charge la plus précoce possible pour être le plus préventif possible. On a fait d'énormes progrès dans la prise en charge de cette maladie, mais cette maladie reste jusqu'à maintenant a priori une maladie à pronostic défavorable et un certain nombre de patients décèdent. Tout le monde est servi, c'est bon ? Oui. Moi, quand Vivi elle est venue nous accompagner à la ferme, elle a peut-être attrapé froid. Oui. C'est pour ça que je prends beaucoup de médicaments.
Et Justine a toujours le moral, on va dire. Beaucoup plus que les parents des fois, puisque la vie n'est pas simple chez nous. On vit le jour, on ne peut rien prévoir. Mais Justine est une battante. Elle ne veut pas être différente, elle fait beaucoup de sport, elle a beaucoup d'activités, beaucoup d'amis. C'est une maladie qui évolue très vite, du jour au lendemain on peut passer de bien à très mal. C'est vrai qu'à l'adolescence ça bascule très vite, quoi. Je suis dans un âge où il faut faire très attention. Et toi Loulou, fais la roue. Il n'y a pas de traitement curatif pour la mucoviscidose. Une greffe des poumons est possible, mais encore faut-il trouver un donneur. Jusqu'à présent, la médecine propose surtout un traitement palliatif, les séances de kiné respiratoire. Le quotidien, c'est vrai que c'est beaucoup de traitements qui sont quand même assez lourds. Se rendre chez le kiné tous les jours déjà, c'est 1 heure par jour, voire des fois 2 quand il y a 2 séances. C'est des traitements, c'est des aérosols, c'est des comprimés à prendre. Tes épaules vers l'arrière. Redresse. Pour Justine, l'espoir vient des États-Unis avec une toute nouvelle molécule, le PTC-124. Elle est développée par un laboratoire américain. L'essai doit être prochainement lancé en France et Justine souhaite plus que tout en faire partie. Quand il prend de la hauteur sur les collines qui enserrent Montmélian, le jeune Romain ne pense pas aux bénéfices de l'opération de l'oreille totalement implantée, mais plutôt aux conséquences sur sa passion du rugby. Ça va faire depuis 99 que je fais du rugby. Quand je regarde le stade, il y a tout qui remonte. C'est quelque chose que je vais avec. J'ai plus de liberté à m'exprimer dans le rugby que dans la vie quotidienne. C'est à moi de faire attention. Si jamais après ça se passe mal, je vais finir par tout arrêter. Il faut mettre des priorités quand même. Le rugby, c'est pas toute ta vie. Le rugby, c'est un loisir. Alors que l'audition, c'est quand même quelque chose d'important. Est-ce que là, tu as 18 ans, tu es chez papa, donc ça se passe bien, tranquille. Et après, tu seras tout seul, tu feras ta vie et on ne sera pas toujours derrière toi, le moment. Parce que le docteur t'a montré ton audition, il a montré la nôtre, et tu vois bien qu'il y a quand même il y a un gouffre entre les deux. Il y a un gouffre entre les deux. Dans la vie de tous les jours, on te parle, on est obligé de se mettre en face de toi, parce que sinon tu n'entends pas. Dans la vie, c'est pas facile. De pas entendre comme je suis moi, c'est pas toujours facile. Parce que j'entends pas tout, j'entends pas les oiseaux, j'entends pas trop les gens qui parlent autour de moi. Non. Je pense qu'avec le bruit de la machine, voix parler sur les lèvres. C'est sûr que c'est un sacré avantage de ne pas entendre les bruits. Je sais pas comment ça va quand je vais entendre à 100%, mais on va voir ce que ça donnera. Dans les groupes, Romain a du mal à s'intégrer. Il préfère souvent déjeuner dans son silence. Moi, voilà. Il y a autant de gravier dedans que dans la cour. Romain a encore 2 mois avant l'opération. Les 15 km de vélo quotidien lui permettront peut-être de nourrir sa réflexion et d'apaiser ses craintes. S'il en est un pour qui l'opération s'imposait sans discussion, c'est bien Wolfgang. Il a une tumeur dans la gorge et s'en est allé voir l'hôpital le plus proche. Il se trouve que l'hôpital de Strasbourg bénéficie d'un institut de recherche, l'IRCAD, où les chirurgiens du monde entier viennent en formation continue. L'IRCAD propose depuis quelques semestres une technique d'intervention très innovante, la réalité augmentée. Le professeur Maresco en est le grand Manitou. Voilà, monsieur Charinière, bonjour. Je vais vous montrer avec le docteur Vix
Puisque l'opération de demain, elle sera faite avec cette nouvelle technologie. On a reconstruit en 3 dimensions la totalité de vos organes là-haut, les artères, les veines, tout ce qui est ici en vert. C'est la tumeur de la partie Et ça, il faudra enlever. Le principe de la réalité augmentée, c'est en fait le rêve du chirurgien. C'est que le chirurgien, il voit maintenant par l'intermédiaire d'une caméra, mais il voit pas en transparence. Et le principe de la réalité augmentée, c'est de reconstruire la veille à partir du scanner un malade en 3 dimensions, et ses organes en 3 dimensions, et le jour de l'opération, on superpose l'image en 3 dimensions qui, elle, nous permet la transparence. Et donc, même si c'est pas encore totalement en point, c'est une voie de recherche, c'est quelque chose qui a sûrement des perspectives phénoménales pour la chirurgie. L'IRCAD bénéficie de moyens considérables, ce qui lui permet d'obtenir un matériel de pointe et de faire ainsi avancer la recherche. Ce qu'on est en train de développer, c'est une nouvelle approche complète du cancer. Comment arriver à faire un diagnostic plus précoce grâce à l'ordinateur. Comment arriver à avoir une stratégie plus intelligente la veille de l'opération. Ça, c'est la réalité virtuelle. Comment superposer et voir en transparence la vascularisation de ces tumeurs. Ça, c'est la réalité augmentée. Et cette voie de recherche nouvelle de l'informatique dans la recherche du cancer est aussi importante que la biologie moléculaire, les nouvelles drogues de chimiothérapie. C'est une approche totalement originale. Tu nous fais un petit peu une petite transparence, Luc? Donc là, normalement, vous l'avez à l'écran. L'adénome est en vert dans l'image. En régie, on va superposer l'image des organes du patient reconstitués après un scanner pour les rendre visibles aux chirurgiens sous la peau et éviter ainsi une trop grande cicatrice. Le bistouri électrique. On sera obligé d'ouvrir un petit peu plus, hein, Luc, parce que toi tu l'as mesuré à plus de 3 cm, c'est ça? Oui, c'est ça. On a la trachée. Parfait. Alors on peut le voir en transparence par où il est en train de passer. Donc il a fait une ouverture à cet endroit-là, de façon à atteindre la tumeur qui est ici. Et là il est en train de ligaturer un certain nombre de petits vaisseaux et on va rentrer en profondeur dans ce creux pour atteindre la tumeur. Tu vois là, Luc? Oui. On est avec une caméra 30 degrés, on est sur le bord antérieur de l'homoyoïdien. Comme ça. Vas-y, tu mets là-dedans. Enfonce-toi un peu, ne mets pas dans la graisse, regarde l'écran. Voilà. On est ici la tour de contrôle. Le pilote a besoin d'atterrir, il a donc besoin d'informations pour savoir où atterrir. C'est à des moments bien précis de l'acte, le chirurgien a besoin d'une assistance pour lui dire voilà, c'est à cet endroit-là qu'il faut se placer. Donc c'est des points vraiment caractéristiques de l'opération. Donc maintenant tu peux commencer à nous donner les repères. Là on a l'artère thyroïdienne inférieure. Là, on a la thyroïde, donc il faudrait que tu le montres. Ouais, je le sens venir. Non, nettoie. Voilà, coag. Est-ce que ça, c'est le pôle supérieur? Ça, c'est le coude. Il y a encore un petit truc au-dessus, normalement. Quand on voit ça, nous, on aurait l'impression que ça va plus haut, mais sans toi, Luc, qu'est-ce qu'on serait devenu? Le bénéfice principal, là, c'est réellement de pouvoir gagner du temps sur l'acte, puisque on voit en transparence, on sait où est la partie manquante, et on sait déjà qu'il va manquer quelque chose. C'est ce qu'a vu le professeur Masque. Là, en 2 secondes, il a pu le retirer. Vous avez vu, ça a été vraiment très rapide. Non, montre-lui par ce côté pour qu'on voit bien les deux. Donc bord inférieur, première petite encoche ici, et deuxième petite encoche ici. Voilà, merci en tout cas. Hein. Quelques jours plus tard, Wolfgang sortira de l'hôpital aussi frais qu'un jeune homme, avec une cicatrice plus petite que d'habitude dans ce genre d'opération. Nous on est contents, si vous êtes contents, tout est bien. Ça a marché, je pense, c'était bien. Le plus grand pas décisif, ça va être quand ça sera automatique. L'opération de ce matin, vous avez vu, c'est pas automatique, c'est en temps réel, mais c'est l'ingénieur informaticien qui est devant son ordinateur, qui nous envoie, qui fait le recalage avec des zones fixes. Ce matin, c'était clavicule, etc., parce qu'on sait que ça ne bouge pas. Et ce qu'on est en train de développer, c'est des capteurs au niveau de l'extrémité des instruments qui fassent que l'ordinateur comprend où sont les instruments, comprend où est l'organe sur lequel on veut opérer, et ça va basculer donc à l'automatisme complet. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le progrès chirurgical. En matière de progrès, le professeur Maresco s'est distingué en 2001 avec une première mondiale en téléchirurgie. Depuis New York, il a opéré de la vésicule biliaire
une patiente restée à Strasbourg. 6000 km séparaient la patiente des mains du chirurgien. Mais il s'agissait là plus d'un progrès des télécommunications que d'une avancée médicale essentielle. L'opération n'a d'ailleurs pas été renouvelée car trop onéreuse et sans bénéfice supplémentaire pour le patient. C'est bien lui qui doit d'abord y trouver son compte. Les pelouses de Clamart sont encore en jachère, tout comme le ventre de Nathalie en attente de l'embryon. Le couple souhaite cependant consulter le professeur Friedman car le diagnostic préimplantatoire n'a rien révélé de particulièrement rassurant. Est-ce qu'on prend le risque et jusqu'où on le prend? Puisque là, j'ai l'impression de me retrouver avec le doute comme une grossesse normale. Si c'est pour retrouver un risque comme on l'a actuellement à la maison, on ne peut pas le faire. On peut pas se permettre de... Même un petit handicap pour nous est quelque chose qui n'est pas envisageable. Enfin, nous, on a envie d'un enfant qui parte avec 100% de son bagage. Et puis après, la vie... Pour le transfert d'embryon hétéroplasmique. Ce type de diagnostic préimplantatoire, on a été les premiers à le faire et à pouvoir offrir donc à ce type d'affection une solution, une alternative. Ça y est, c'est parti. On va aller s'installer dans la salle. On a eu 7 embryons obtenus au final. Et sur ces 7 embryons, donc effectivement, il y en a un qui est sain homoplasmique, d'accord, 0% de mutation. Il y en a 2 qui sont hétéroplasmiques avec 8 et 15% et tous les autres sont atteints. D'accord, plus de 15% de mutation au niveau des mitochondries. Si vous voulez, ce qu'on regarde, c'est le pourcentage d'atteinte qu'il peut y avoir au niveau de ces mitochondries. Et dans ce cas, je dirais, voilà, il y a un seuil sur lequel on est quasiment sûr qu'il va y avoir l'expression de la maladie, et un seuil inférieur sur lequel il est probable que ça ne se manifeste pas. Donc on a potentiellement 2 embryons à transférer aujourd'hui, mais aucun de ces embryons a 0% de mutation au niveau mitochondrial. C'est vrai que moi je suis porteuse à 20%, ma petite sœur est porteuse à 20%. J'ai l'impression qu'on a peut-être du mal avec cette maladie à faire des zéros au beau. Et peut-être qu'un 10, un 8, c'est vouloir prendre un risque sans le prendre, et en même temps, si on ne le prend pas, est-ce qu'on ne va pas tout arrêter là? Oui, il y a quelque temps, ça on ne connaissait pas. Ouais. On approche. Hein. Donc c'est vrai que là, il y a une autre notion que l'on ne connaît pas, c'est savoir la situation des mutations au départ, et puis comment ça évolue. Est-ce que ça se corrige? Est-ce que ça reste identique? Est-ce que ça s'aggrave? On a des points d'interrogation. C'est pour ça qu'on propose le contrôle. Et là, avec une certaine forme d'insistance, parce qu'on est dans un doute. Ce qui me paraît logique. Voilà. Aujourd'hui, votre conseil, il irait vers une implantation de combien? C'est vrai que dans cette mesure-là, moi, je serais presque tenté de mettre les 2. Et puis advienne que pourra. Nous, on s'était toujours donné comme ligne de jamais dépasser 15. C'est un bébé, mais pas à n'importe quel prix. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On avait dit qu'on voulait pas dépasser 10-15%, donc on est au 15, on est au taquet. Enfin, retenez bien quand même que vous allez vivre 4 mois avec des points d'interrogation. Ouais, ça on l'a déjà dit. 8-15 8-15, on est parti. Allez, c'est parti. Et ben alors. Ok pour les 2. 8-15 La démarche de fécondation in vitro doit être validée par un consentement éclairé. L'équipe médicale se protège ainsi des éventuelles récriminations tardives. Normalement, le DPI ne s'applique qu'à des maladies génétiques dont le gène responsable est clairement identifié. Soit ce gène est muté et l'embryon est écarté, soit l'embryon est sain à 100%. Mais le syndrome de Mélas est un cas très particulier avec des mutations variables. Pour la première fois au monde, le professeur Friedman va implanter des embryons pas totalement sains. Voilà, Madame Durand-Bansard, 2 embryons. Le pari est risqué, mais ce sont souvent ces paris-là qui font avancer la médecine. Vous voyez là, le petit point blanc avancé, c'est le cathéter. Vous voyez? Après, hop, et la petite goutte, voilà, c'est le liquide où il y a l'embryon. Les embryons. Voilà, les 2 sont chez vous.
S'il y a quoi que ce soit, vous n'étiez pas bien nombreux. Hein? Non, là on a fait quelque chose qu'on ne pensait pas faire. 8 et 15. Ouais. En Belgique, l'été s'annonce chaud et Angélique a décidé de faire une balade dans un parc. Pour bouger un peu et voir du monde. L'opération a une nouvelle fois été reportée. Il y a encore des détails à régler sur l'implant et surtout beaucoup de protocoles à valider. Angélique sait combien tout cela peut être long. À la demande du professeur, elle avait arrêté de travailler pendant 1 an et il ne s'était rien passé. Malgré tout, elle veut croire en cette chance que lui offre la médecine du futur afin de réparer l'injustice dont elle a été victime. J'allais avoir 17 ans et en fait c'est une personne de ma famille qui a voulu mettre fin à ses jours et je suis arrivée à ce moment-là et c'était par arme à feu et c'est moi qui ai pris la balle pour l'en empêcher. Donc je pense qu'à refaire c'est humain. Même si parfois je me dis qu'à refaire, chacun a sa vie, chacun fait le choix de choisir comment il veut partir. Mais c'est clair qu'il y a des jours où je me dis que c'était son choix et que voilà. Ce qui me manque le plus, comme aujourd'hui, c'est de promener, pas spécialement dans des parcs, mais dans des forêts. Là, il faut oublier, en chaise, c'est plus possible. Faire du vélo. Ici, il y a très peu de gens qui font du vélo, et enfin, moi, en tout cas, j'adorais ça. Donc, c'est des activités qui me manquent vraiment beaucoup. Cette année, Angélique devait être opérée en février, puis en mai. Nous sommes en juin, et l'été passera sans qu'aucune date ne soit réellement fixée. Sa patience et sa gentillesse sont ses 2 vertus. C'est peut-être pour ça que le professeur l'a choisi. J'attendais des nouvelles du professeur Rabichon. Il n'y a rien, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Dans la médecine du futur, il y a bien souvent un décalage entre le temps de la recherche, soumis à des aléas administratifs, et le temps du patient. Les 2 horloges ne tournent pas à la même vitesse. Six mois après avoir été alertée, Justine se rend à Necker dans le service d'Isabelle Sermet, sa pédiatre depuis de longues années. Elle effectue quelques tests pour voir si elle pourrait recevoir la nouvelle molécule miracle, celle qui freinerait la mucoviscidose. Ça va? Ça fait mal? Non, ça va. On travaille, nous, sur les thérapies, en fait, qui s'adressent non pas tellement aux mutations, mais aux conséquences des mutations. Et donc là, en fait, PTC 124 s'adresse à des mutations très spécifiques, qui sont des mutations associées à des signals stop, c'est-à-dire qu'elles empêchent la formation de la protéine. Le PTC 124 agit comme un chirurgien moléculaire. Il vient s'immiscer au cœur du noyau des cellules, au niveau de l'ADN, pour réparer le gène défectueux. Dans le cas de Justine, une mutation a provoqué l'apparition d'un signal stop sur un gène. Ce gène ne peut donc plus remplir sa fonction. Il ne fabrique plus une protéine essentielle au bon fonctionnement des poumons et des bronches. Le PTC 124 vient couvrir ce panneau stop et le rendre invisible aux yeux de la cellule. Le gène retrouve alors une fonction normale et fabrique à nouveau la protéine qui empêche la formation de ce mucus si dévastateur. Ces médicaments, c'est vrai, suscitent de nombreux espoirs, et pas que dans le domaine de la mucoviscidose, parce qu'elles s'adressent à des mécanismes fondamentaux de maladies génétiques. Et c'est en ça que c'est extraordinairement important, parce qu'on peut imaginer qu'on fasse le diagnostic dès la naissance de mucoviscidose, comme c'est le cas de mucoviscidose ou d'autres maladies génétiques, et qu'on puisse mettre en place ce traitement à vie ou pendant certaines périodes, de telle sorte que
La mutation existe, mais qu'on empêche ses conséquences délétères. J'espère que je vais pouvoir faire partie de l'essai avec le PTC parce que c'est un tirage au sort. Donc soit ce sera le médicament, soit ce sera sous placebo. Donc ça, c'est un coup de chance. Il y aura à peu près 200 personnes de prise. Mais bon, maintenant, c'est vrai qu'on n'en connaît pas plus et j'espère savoir un peu déjà ce qu'ils me donnent parce que c'est vrai que on n'est pas au courant là-dessus, quoi. Moi, je me dis que si personne essaye, on ne trouvera jamais la solution. Comme pour beaucoup d'essais, la moitié des patients recevront un placebo, un médicament qui n'en est pas un. La part du psychologique qu'entraînent certains traitements peut ainsi être écartée. Mais ça n'effraie pas Justine, qui ferait tout pour éloigner l'épée de Damoclès suspendue à sa chambre d'enfance. Parce que moi je veux vraiment être sûre à la naissance qu'il y a un risque d'enfant comme Maxime, avec ce que vous vivez. Pour être comme Maxime, il doit être à 70%. Je sais. Oui, non, mais je sais. Non, mais est-ce que de 8 ou de 15, il peut devenir subitement 75 ? Tu comprends ce que je veux dire ? Mais tout subitement, est entre 2 ans et 50, subitement, 2 ans et 5 ans de quoi ? De ta vie ? De sa vie. Non. Une fois qu'il est né, il a son capital. Maxime est né avec 70% d'atteinte. Mais le problème, c'est que je peux te rassurer sur pratiquement rien. C'est ça notre problème. C'est que j'ai vraiment pas grand-chose pour te rassurer. T'inquiète pas. Non, bien sûr que non. Sois courageux, Mimi. Je me sens moi aussi concernée par votre vie, par tout ce qui arrive à nos enfants. C'est quand même un petit peu... C'est quand même nous. Mais je sais, Mimi, je sais bien. Mais on peut pas t'empêcher, Mimi. Je sais pas quoi faire. À part que parce que c'est quand même toute notre vie, c'est quand même tout. Ça va aller, t'inquiète pas. On est obligé de vivre avec vous et on est obligé de s'investir. Ah bah si, c'est pas obligé avec nous. Non, surtout pas. Non, c'est pas avec nous. Mais je veux dire, on s'investit, on est obligé de s'investir. Les enfants, c'est notre suite, donc on voudrait que tout soit bien parfait pour nos enfants, le maximum parfait. Donc c'est vrai qu'une chose comme ça, c'est... Oui, mais attends, on sait pas. Même si c'est à 8%, Nathalie a bien 20%. Oui, pas non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais très bien tu sais très bien. Je veux dire que quand je vois Maxime, si tu veux, je me dis que c'est quand même trop dommage qu'il arrive un truc comme ça. Un petit bonhomme à qui on peut pas faire grand-chose. Maman, il faut savoir aussi que tu nous connais, on va pas prendre des risques non plus inimaginables. Vous l'avez déjà pris avec le 15. Non, c'est des risques mesurés. On a fait quelque chose qu'on avait dit qu'on ferait jamais, Nicolas. Bon, ça y est, on met tout en question. Ah bah oui, mais non, mais c'est vrai, je peux pas donner tort à Nini là-dessus. D'accord avec vous. On a accepté de mettre un 8 et un 15, on n'aurait jamais fait ça il y a un an. On a pris des risques mesurés. Est-ce que c'est la première fois qu'ils implantent des ovules qui sont des embryons qui sont pas zéro? Oui. Dans le cadre d'un diagnostic préimplantatoire, oui. D'accord. Ce qui va permettre aussi à la science de savoir un petit peu ce que ça donne. C'est-à-dire qu'ils ont différentes étapes, mais celle-là, ils la connaissent pas. C'est bien pour ça qu'ils nous ont fait signer un papier en disant, et de toute façon on était forcément d'accord, ce qui était une évidence même. Oui. C'est ça qu'ils ont dit, attention, il faut absolument qu'on fasse un test pour être sûr que ça ne bouge pas. On est en train d'avancer ensemble. C'est où on va les faire avancer et dans le bon sens, où on va les faire avancer avec des conclusions qui ne seront pas forcément positives, mais qui confirmeront par exemple qu'un embryon, effectivement, entre 0 et 12 semaines, continue à évoluer assez sérieusement et significative. Ils ont le même objectif que nous, c'est d'avoir un enfant sain. Leur objectif, c'est de nous faire avoir un enfant sain et bien portant. Donc c'est vrai que c'est par des expériences comme ça qu'ils arrivent à avoir plein de choses. Regarde le premier bébé éprouvette, tu parles que les parents ils devaient se dire oula, qu'est-ce qui va nous arriver et comment on va y arriver. Non mais c'est vrai que pour la science, c'est vrai que c'est comme ça qu'on avance. Mais si c'est chez les autres, c'est bien aussi, quoi. J'ai pas beaucoup avancé dans ma vie. Voilà, je devais bâtir depuis des années, on l'a pas fait parce qu'il y avait cette opération qui était là en suspens, où j'allais partir, on ne sait pas pour combien de temps, arrêter mon boulot. Et ta famille, elle réagit comment par rapport à ça? Tu as quel soutien et de qui?
Tu sais bien, de toute façon, hein, oui, ma sœur, que je vois, elle me soutient à 100%, mais elle a peur. Et surtout, ce côté qui la gêne, c'est le côté expérimental, le côté cobaye. À côté de ça, il y a quand même le coût de l'opération, et moi, j'aurais rien à payer. Donc, et de toute façon, honnêtement, s'il venait à me donner la facture de 150 000, 200 000 euros à payer, sincèrement, c'est pas l'opération miracle. Est-ce que même si on est en fauteuil, est-ce qu'on mettrait 200, 300 000 euros pour le résultat? Je sais pas. Oui, pour 15 minutes. Voilà. Dans la voiture qui le conduit à Lyon, Romain n'emmène pas large. Il s'est enfin décidé pour l'opération de l'oreille qui pourrait lui faciliter la vie, mais pas de manière définitive. Il devra retourner sur la table d'opération dans 10 ans, au moment où il faudra changer la batterie. Voilà, tu respires comme ça. Allez, gonfle à fond. La chirurgie interne de l'oreille requiert beaucoup d'attention car elle touche au cerveau. Il y a beaucoup de structures extrêmement sensibles dans l'oreille. C'est une intervention qui est très délicate. Donc en fait, à la fin de l'intervention, quand on arrive vraiment pour placer le système vibrant sur l'osselet, ça se joue à quelques degrés, quelques quarts de millimètre. Donc ça c'est le fantôme. On va mettre à peu près par là. Là ça va être le microphone. Le fait d'avoir une oreille va déjà lui rendre beaucoup de services. Il n'aura pas la stéréophonie, mais il va lui rendre beaucoup de services. Bon, allez. Allez, incision. L'appareil de transmission, c'est-à-dire le conduit auditif, le tympan, les osselets sont malades. On ne peut pas restaurer ça parce que dans ces cas d'agénésie, c'est trop complexe, on ne sait pas faire. Donc en fait, le but de l'intervention, c'est d'amener à l'oreille interne des vibrations qui sont celles transmises par l'air, donc de transmettre ces vibrations à l'oreille interne. La prothèse que reçoit Romain est composée de 2 principales parties. D'abord, le microphone qui est fixé dans l'os de la boîte crânienne. C'est lui qui capte les sons environnants et qui, grâce à des processeurs électroniques, va transformer les sons en signaux électriques. Ces signaux sont alors acheminés jusqu'au transducteur par un câble connecteur, afin de transmettre les informations sonores jusqu'au cerveau de Romain. Ok, bon. Une fois l'opération terminée, Romain devra patienter 6 semaines avant qu'on puisse mettre en route l'appareil. Nathalie et Nicolas fêtent aujourd'hui l'anniversaire du grand-père avec Maxime au milieu d'eux. Joyeux anniversaire. Mais la chaleur de ces instants familiaux cache une immense déception. Les 2 embryons implantés n'ont pas tenu, et l'espoir d'avoir un enfant en commun est en train de s'envoler. Ouais, ça va. Marque 2 bougies. Hein. C'est toujours un moment difficile, mais on sait qu'il a autant de chances d'arriver que la réussite. Donc c'est vrai qu'à la 2e fois, il est un petit peu plus dur à digérer parce qu'on y a cru quand même beaucoup plus. La première, on allait en découverte, on ne savait pas ce qui nous attendait. Mais nous, quand on a commencé cette aventure, on pensait réellement pouvoir implanter tout le temps des zéros. On voulait avoir des zéros. Et on se rend compte que la nature en a décidé autrement. Là, je pense qu'on va avoir beaucoup moins d'enthousiasme pour la 3e. Je pense qu'on va Oui, je pense qu'on va être... automatiquement se blinder un peu plus. Oui, là, le contre-coup de la 2e... Même inconsciemment, mais on va se blinder forcément plus. Le diagnostic préimplantatoire aujourd'hui, on va dire, c'est un, enfin, je veux pas dire que c'est un pis-aller, mais c'est un peu quand même ce que je pense. Je veux dire que on évite la survenue d'une maladie en jouant comme ça entre les embryons. Mais on ne corrige pas, le but du médecin, c'est de corriger ce qui ne fonctionne pas. Et c'est vrai que l'idéal, ce serait de pouvoir corriger les embryons qui sont atteints, ou les fœtus qui sont atteints. Nathalie et Nicolas se rendent au résultat du DPI.
Donc il y a 4 embryons qui ont été biopsiés. Sur ces 4 embryons, un à 13% et surtout un qui est à 5%. Toutes les cellules compactes ensemble, ça fait un amas cellulaire. Il est pas mal. Ok. C'est vrai qu'il est pas mal. Bon. Voilà, donc on a 2 embryons à transférer. Voilà, 5 et transférables. 13. Bon. C'est leur dernier pari sur les avancées de la médecine. Si ça ne marche pas, ils se tourneront vers l'adoption. Bon. Let's go. Vous êtes prêts? Beaucoup de couples ont vécu une expérience douloureuse et même continuent à la vivre. Ils ont besoin, envie, projettent de sortir de ce destin terrible qui les a marqués. Tu la bascules plus. Vas-y. Et tu la montes un peu. Voilà. Stop. C'est pour ça qu'il y a une tension, si vous voulez, il y a une tension chez nous aussi, hein, je veux dire, parce que c'est une médecine qui est difficile, quoi. On a l'impression qu'on a le sort du monde qu'on voudrait, le mauvais sort qu'on voudrait essayer d'éviter, quoi. Nous sommes en septembre à Nantes. C'est ici que le professeur Abichong a décidé de mettre en œuvre son projet Lève-toi et marche. À l'Hôtel-Dieu, il a réussi à rassembler une équipe médicale d'une 30aine de personnes pour tenter cette opération inédite. Angélique n'a jamais été aussi près du but. Ces 7 ans d'attente et d'atermoiement vont enfin être récompensés. Je pense qu'ils vont s'y donner à fond pour la première personne qui va subir cette intervention-là. Si ça ne fonctionne pas, de toute façon, le système ne pourra pas être commercialisé. Ça, c'est un fait. En fait, ça, c'est une médaille que la femme du professeur Rabichon m'a donnée. Elle espère, en tout cas, que ça me portera vraiment chance et que tout se passera bien. Ils ont besoin, enfin, tout le monde, en tout cas, a besoin d'une petite croyance. Même moi-même, on croit quand même à un certain... au-delà, comme on dit, à certains... à des choses qui peuvent nous aider. Donc alors l'opération demain, quoi. Donc, et puis après, ça va... Enfin, je veux dire, vous n'allez pas vous lever comme ça d'un seul coup. Non, du tout, hein, du tout. Donc après, je pense qu'il faut que je reste 5-6 bons jours immobile pour que les électrodes se stabilisent bien dans le corps et ne bougent pas. Et puis alors, le système, je pense que je pourrais peut-être l'essayer dans 15 jours. Mais déjà, rien que pour sa partie à lui, ça prendrait toute la matinée. D'accord. Donc, et comme ils doivent aller dans des points sensibles, placer les électrodes, ça va être assez délicat. Donc l'anesthésie va être longue quand même pour vous, quoi. Mais enfin bon. L'anesthésiste m'a parlé de plus ou moins 8 heures. Enfin, moi, j'en ai pas peur. Oui, non, faut pas s'inquiéter. Bon, donc tout le staff est ici. Je vais vous les présenter. Bonsoir. Voilà. Au niveau des implants, des électrodes, en fait, est-ce qu'il y a un risque qu'une électrode puisse se détacher? C'est peut-être une bête question. Hein, Non, c'est pas une question. Mais parce que le fait que je ne sente pas, bon, je veux dire, comment je peux le savoir? Le problème, on est très attentif au fait que les électrodes, le nerf c'est un câble. Hein, Alors on met une électrode autour. Mais évidemment, elle peut s'en aller. Alors on fait tout pour qu'elle s'en aille pas. Et les électrodes sont à mémoire de forme, donc une fois qu'on les a ouvertes, qu'on a mis le nerf dedans, elles se referment automatiquement dessus. C'est une première sécurité. La deuxième est que le câble étant nécessairement un peu plus long, on laisse du jeu. Il va falloir le fixer sur les muscles ou les fascias avoisinants, et ça donne une deuxième sécurité. Donc, ce qui veut dire qu'a priori, le schéma, c'est que dans un mois, puisqu'on estime qu'au bout d'un mois, la fibrose qui fixe les systèmes en place sera quasiment définitive. Au bout d'un mois, on vous fera faire les premiers pas et on les fera faire chez Brigitte pour commencer. Puis ensuite, on ira évidemment en Belgique. Bon, merci. À demain. À demain, professeur. Demain. À demain. Il est parfois des nuits plus longues que les autres. Nantes s'est assoupie doucement, tandis qu'au 6e étage de l'Hôtel-Dieu, une chambre,
et est resté très longtemps allumé. Romain est revenu à Lyon pour qu'on lui mette en route son implant d'oreille. 6 semaines ont passé depuis l'intervention. Il se demande encore si le bénéfice de la prothèse auditive sera réel. Je vais commencer par faire quelques tests, et après on fera quelques mesures, et ensuite je mettrai en route l'implant. Voilà. Donc on y va. Oh. Ça va? D'accord, ça fait bizarre. Ah bon? Ça fait bizarre. Bah, c'est juste aimanté en fait. Ah non, mais... Ça va? Ça tient tout seul là? Ah ouais. Ah, ça tient tout seul. Oh, ouais. La Frankenstein. Je vais te faire entendre des bips tout doucement, tu vas me dire si tu les entends. D'accord? Non. Je vais monter progressivement. Ça va? C'est supportable? Non, ça va. Là, ça ouais. Limite? Ça commence à monter un peu là. C'est très fort en fait. Qu'est-ce que ça te fait? En fait, quand on va amener une information acoustique, vraisemblablement elle va être perçue comme désagréable par le cerveau. Parce que la durée de surdité est importante, parce que les sons sont complètement inhabituels. Et en fait, derrière, il faut qu'il y ait une réappropriation par le cerveau de ce message auditif. Là, j'entends, mais le bruit me gêne toujours. Il y a toujours un bruit? Il y a un bruit qui me gêne là. Pzzz. Alors ce sifflement au début il est normal, parce qu'on peut pas arriver dès le premier réglage à l'éliminer complètement. Pour aujourd'hui, le but c'est d'arriver à te faire un réglage confortable pour que tu puisses t'habituer à ton implant. Parce qu'au début ça fait beaucoup, il y a des choses qui vont te paraître bizarres. Ta propre voix, elle paraît bizarre parce que c'est une prise de son qui se fait de l'intérieur du corps, comme une oreille naturelle. Et voilà, il y a un certain nombre de sons que tu n'entendais pas depuis longtemps et que là tu vas entendre. Il va falloir que ton cerveau s'habitue et qu'il fasse un peu le tri dans toutes ces informations. Ça va? Ah ça va, mais bon, faut que je m'habitue là. Parce que ça je vais te montrer après les accessoires. Ça c'est la télécommande que tu peux utiliser pour baisser ou monter le volume en cas de besoin et éteindre et allumer l'implant. Donc ça se positionne simplement sur l'implant, ça s'aimante. Et puis tu peux comme ça éteindre, là tu n'entends plus rien, voilà. Et là je te le rallume. Voilà, là il est ouais. Allez, viens avec nous. Ce qu'il faut faire, c'est maintenant essayer de communiquer avec tes potes, de parler, faire travailler ton oreille. C'est t'ouvrir. Plus tu parleras, plus tu communiqueras, plus il en rentrera par les oreilles, plus ça ira vite. Ouais. Tu l'entends? Ouais. C'est bien. Il y a une voiture qui arrive. Ouais, comme par hasard. Il y a un train. Oula. Ça fait bizarre de pas entendre ce que j'ai jamais entendu avant. Il y a un scooter qui passe. Ouais. Il est dans le nez. L'opération d'Angélique va démarrer. Le professeur donne les premiers conseils, mais c'est au chirurgien d'opérer. Contrairement à ce qui était promis des mois auparavant, nous ne pourrons pas y assister. L'équipe est plus nombreuse que prévu et le professeur souhaite protéger au maximum sa patiente des risques nosocomiaux. L'opération qui devait durer 8 heures va en durer presque le double. 2 équipes se relaient, mais le professeur assiste à toute la durée, sans rien laisser paraître de sa fatigue.
Il s'agit maintenant de connecter l'implant. Le professeur donne les instructions en suivant son schéma de circuit. Quelque chose se passe, ou plutôt ne se passe pas. Ça marche ou pas? Mais là, ils sont en train de poser le deuxième côté, le premier côté a pas marché. Donc on sait pas ce que c'est. Ils posent le côté droit, ils font les connects. Et après, de toute façon, c'est un truc qui est relié sur une ceinture, donc ça sera sur la peau. À 2 h du matin, à la sortie de la salle d'opération, le professeur essaie pourtant de faire bonne figure. Ça va? Ça va, on est un peu fatigué parce que c'est quand même très très long. Mais le résultat est bon, c'est une opération complexe, 14 heures de bloc. Toutes les électrodes fonctionnent. Au niveau de l'implant, on a un problème de puissance qui n'est pas suffisant, qu'on va régler dans les jours qui viennent. Et donc, on peut dire que c'est un succès opératoire. Et fonctionnellement, toutes les électrodes sont actives. Donc voilà, il faut attendre maintenant par la suite qu'on fasse des réglages. Dans la maison du Mans, quelques rondeurs sont apparues sur le ventre de Nathalie. Et Nicolas commence à faire de la place. C'est déjà bon signe, mais rien n'est encore joué. Au 4e mois, la myosynthèse révélera le taux d'atteinte du bébé. Donc là, on va être très content, mais je pense qu'on ne va pas forcément être, comme beaucoup de parents, la totale osmose. On va être réservé dans notre approche, je pense. Pour Nathalie, c'est déjà la 5e grossesse depuis qu'elle et Nicolas ont décidé d'avoir un enfant ensemble. Aucune n'avait été aussi loin, au point de distinguer le sexe du bébé. Vous voudrez savoir le sexe? Oui. C'est un garçon. La tension est palpable dans le couple. La myosynthèse n'est pas un prélèvement anodin, puisqu'il peut être dangereux pour le fœtus. L'aiguille peut toucher le placenta, le cordon ou le fœtus. Mais le couple ne voulait pas passer outre. Le liquide amniotique sera analysé et permettra d'établir la carte chromosomique du fœtus. L'examen pourra détecter si le syndrome de Mélas a évolué ou non. En dessous de 15% d'atteinte, l'enfant sera sain. C'était le pari des médecins, le nouvel espoir pour le diagnostic préimplantatoire. Nathalie et Nicolas ont encore 2 semaines à patienter avant le résultat. Tu viens nous voir pourquoi? Pour le protocole PTC. D'accord. Bon, bah c'est super. Voilà. C'est bien que tu aies accepté. Parce que c'est normal, il en faut justement. C'est pas hyper contraignant. D'un côté, je me dis c'est peut-être contraignant là pendant 1 an parce que c'est l'essai, mais après, si le médicament est mis sur le marché, ce sera plus une contrainte, quoi. C'est vrai. Donc, et puis je te vois. C'est surtout ça. De toute façon, tu risques de croiser tout le monde à Necker. Le protocole pour le PTC 124, qui promet de stopper la progression des symptômes de la mucoviscidose, est lancé simultanément dans 3 pays, la France, Israël et les États-Unis. Moi, j'ai la chance de participer au protocole. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir la mutation que j'ai. Et je pense que tous les mucos attendent ce moment. Et j'espère qu'un jour, on aura quand même un médicament qui pourra nous soigner, quoi. Tu gonfles le plus possible et tu souffles. Tout ce que tu peux aller, tu gonfles. Et souffle. Allez, vas-y, le plus longtemps possible. Allez, longtemps. Allez, encore. Allez, faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu peux encore. Allez, souffle. Alors, on recommence. 2 grandes inspirations. Donc là, c'est un autre matériel aussi que tu vas... Justine devra régulièrement porter un gilet spécial qui mesure la fréquence de ses toux. Les informations remonteront vers le laboratoire américain qui développe la molécule. Et comme souvent avec les Américains, le protocole est très strict, voire intrusif. Toute une équipe doit ensuite décoder les informations venues de la 50aine de patients testés.
Ouais, je vais pas sortir avec ça. Donc, oui, c'est sûr que c'est pas évident, mais les gens vont avoir peur. Médicament ou pas médicament, moi je prendrais le traitement comme si c'était un médicament et peu importe ce qu'il y a dedans. Enfin, il faut forcément le prendre pour voir les résultats et moi je ferai le traitement comme il le faut, c'est tout. Alors, ce qui est important, c'est que à la fin du protocole, tous les patients, s'ils le désirent, auront le traitement. Donc ça, c'est un bénéfice qui n'est pas négligeable, parce qu'il faut bien être conscient que même si le protocole est bénéfique, d'abord, si on montre que le médicament a un effet clinique bénéfique, en effet, c'est de toute façon le temps que tous les patients rentrent dans le protocole, c'est pas avant 2 ans, 2 ans et demi. Et ensuite, le temps que toutes les procédures administratives soient faites, qu'on convainque toutes les autorités, on va dire, c'est pas avant 4 ans qu'en effet, on pourra proposer à tous les patients atteints de mucoviscidose ce traitement. D'accord ? Donc voilà. Donc d'ici là, tu as un bénéfice éventuellement si on montre que ce traitement est efficace, avoir ce traitement. Ah non ? Justine repart avec un double espoir et une double incertitude. Celui d'avoir la vraie molécule plutôt que le placebo. Et enfin que celle-ci agisse sur sa mutation. L'année sera longue. Et toi, t'es pas bien, toi? Moi j'attends, moi j'aime pas ça. Autant je suis bien 1 heure avant, mais après la balance ça pue. Pour Nathalie et Nicolas, le jour du résultat de la myosynthèse est venu. J'ai un doute maintenant, je sais plus si c'est à vous d'appeler ou ça. Tu parles, hein? Non, tu parles. Moi, je tu parle. Parles. Allô? Oui, allô, je suis bien au bureau de Julie Stéphane? Oui, c'est moi. Ah, j'ai pas reconnu votre voix. C'est Madame Durand-Bansard, excusez-moi, je savais plus si c'était à moi ou à vous de m'appeler, je savais plus ce qu'on a... Non, c'est à vous, c'est à vous. C'est vrai? Enfin, je vous attendais. Bon, alors, je crois que j'ai des bonnes nouvelles pour vous, Madame Durand-Bansard. Déjà comme ça d'entrée de jeu? Donc, on a trouvé un peu de mutation. Ouais. Sur le prélèvement, mais de l'ordre de 5%. Oh putain. Ça veut dire qu'il aurait pratiquement pas bougé? Ouais. On serait supposé dire que c'est le 5 qui aurait tenu? C'est vraisemblablement l'embryon qui était à 5%. Toujours est-il qu'en tout cas pour ce bébé... On continue? On n'a quand même pas trop d'arrière-pensée. Dominique? Oui. On a appelé? Oui. Le résultat est que nous. Bon, il a 5%. C'est pas vrai. Si. C'est celui de 5 qui a tenu apparemment. Depuis le début, je suis enceinte, mais je n'attends pas de bébé. Et là, je vais refaire le chemin où je me dis, j'attends un bébé. Moi, je réalise pas. J'ai... 3 ans non plus, mais... Allez, faites voir, regardez. À Montmélian, en cette froide soirée d'hiver, Romain a repris l'entraînement de son sport favori. Voilà. Romain, mets-toi à l'aile, dépêche-toi. Il est réceptif à tous les conseils et se lance dans toutes les mêlées. Voilà, ça. Tout ça, c'est grâce à mon père. D'ailleurs, je le remercie. Même si je voulais pas me faire opérer après plusieurs interventions que j'ai eues avant. Et, maintenant, à l'heure actuelle, je suis content parce que j'avais une chance sur 2 d'y être encore sur le terrain. Maintenant, je suis content d'y être, d'y jouer. Malgré maintenant qu'il faut que je porte un casque, qui n'est pas mon habitude. Entre parenthèses, ça risque pas de se casser, hein, donc, parce qu'ils ont fait des tests apparemment pour savoir à quel choc jusqu'à où ça va. Donc, vu comment je la protège, ça risquera peut-être pas grand-chose. Sortie gauche. Jouez collectif, les gars. Collectif, du soutien du porteur du ballon. J'entends les consignes, j'essuie, j'écoute ce qu'il a à dire. Je suis plus enfermé, je suis plus. J'arrive à m'intégrer avec des personnes. Je suis moins timide, je me sens plus à l'aise. Je me prends plus pour, on va dire, entre guillemets, une personne handicapée. Ah oui, je suis un amoureux. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je peux pas dire autre chose que d'être un amoureux. Voilà, tranquille. On fait jouer. Garde. Voilà, on va avec l'extérieur.
Justine passe ses vacances de février dans les Alpes et la nouvelle molécule semble produire son effet sur la mucoviscidose. Bah là en ce moment ça va super bien, je respire très bien, on va dire que je croque la vie à pleines dents. Ça fait 2 mois que j'ai commencé le traitement et je suis vraiment en pleine forme. J'ai pas eu d'infection depuis maintenant 6 mois. Rien qu'aujourd'hui à la montagne, je vois que je peux monter facilement une côte alors que habituellement je suis essoufflée. Là je suis bien. J'espère, on peut pas dire guérir parce que la seule façon de guérir ce serait une greffe. Mais maintenant 6 mois, je reste à ce stade de la maladie. Je pense que ce serait déjà très bien et je serais assez satisfaite rien qu'avec ça. Au terme de l'essai, dans 10 mois, Justine saura enfin si elle doit sa bonne santé à la nouvelle molécule ou à son placebo. Cinq mois ont passé depuis l'opération d'Angélique. 5 mois d'attente, dont 2 immobilisés à l'hôpital. 5 mois d'essais, de recherche, pour aboutir à cette conclusion, l'implant ne fonctionne pas. La protection en titane ne laisserait pas suffisamment passer les ondes. Ni l'implant, ni les nerfs ne peuvent alors être activés. Angélique vit cloîtrée chez elle et n'a plus envie de parler à quiconque. Comme souvent, elle préfère digérer seule son chagrin et ne pas embêter les autres avec. Le professeur ne désarme pas et souhaite la réopérer dans 4 mois. Cette fois-ci, il lui a assuré que ça marcherait. Désormais, Angélique préfère ne plus croire en ce qu'on lui a longtemps fait espérer. Les recherches avancent à tâtons. Des pistes cruelles pour certains permettront aussi d'ouvrir la route à d'autres expériences, couronnées de succès cette fois-ci. Coucou mon chéri. Comment t'es beau, il a même pas encore la peau, c'est les petits boutons, droit de là et tout. On le ramène à la maison le 14 février, 2 ans jour pour jour après le jour où on a pris la décision de le faire par FIV. Heureusement qu'ils se sont battus pour ça, parce que sans eux on n'aurait rien pu faire. Et surtout pas un joli petit Antoine comme ça. Ah mon chéri. Ouais. Oh. Qu'est-ce que tu veux me dire, mon chéri? Regarde qui est-ce qui arrive. Alors il est pas beau? On réveille juste pas. de m'endormir. Ouais. Il va boire tout à l'heure. Tu te rends compte ce qu'ils ont fait? 3 ans qu'on t'attend, t'imagines? C'est normal que tu sois si bien fait. Ben, il en est fatigué. Tu te rends compte? Oui, c'est ça, fatigué d'attendre. Et grâce à la médecine, on a quand même conjuré le mauvais sort. Et si j'avais pu le faire pour Maxime, je sais que j'aurais aimé lui épargner. Oui, mais tu vois, au moment de Maxime, ça se faisait pas encore. Bah, finalement, c'est pas très rapide, mais à tout petit pas, on arrive à avoir des petits bouts de chou. Oh, Maxime. Allez, attention, Maxime, mon chéri, on arrive. Est-ce qu'une semaine qu'on s'est pas vu, mon chéri? Qui est sorti du ventre de maman? Enfin? C'est qui? Enfin? Antoine? C'est pas vrai, tu te rappelles? Alors fais voir. Regarde un peu. Est-ce qu'il est pas beau? Il est pas beau? Très beau, il est comme toi, mon amour, hein? C'est toi le plus grand? Bon. Aujourd'hui, on a un enfant qui est porteur à 5% de la mutation mélasme, mais qui n'aura aucune incidence sur sa vie. Et sur sa Donc santé. il est considéré comme un porteur sain. En bonne santé. C'est ça, un porteur sain. C'est une En bonne santé. En bonne santé, sain. Ouais, c'est ça. Sain. Chérie. Ouais, ça va aller. J'allais courir, ça va me faire du bien. Ce soir-là, Maxime s'est endormi avec dans la chambre d'à côté le petit frère que la médecine lui a permis d'avoir. Un petit frère qui lui aussi connaîtra dans sa vie bien d'autres avancées médicales.